Ça marche? Cool, thank you. So I have the pleasure to introducing our next speaker, Philippe Lafoucrière, distinguished engineer GitLab, aussi ancien fondateur de Gymnasium, c'est ça? C'était une société qui se focalise, concentre sur la sécurité. Du coup, aujourd'hui, il va nous parler de ça, le DevSecOps, un sujet qu'on a vu, il y avait de l'intérêt hier sur les open space. Aussi, à part de la sécurité, il joue aussi le rugby. On m'a parlé d'histoire où c'était grâce à une blessure de rugby qu'il a rencontré sa femme. Une très belle histoire. Alors, merci beaucoup. Bienvenue à Philippe. Merci. Très belle histoire que je ne vais pas vous raconter aujourd'hui, mais bon, on va s'en raconter une autre. Parfait, all set. Bonjour à tous, merci d'être encore aussi nombreux malgré l'heure. Je sais que vous avez tous faim, on va essayer de faire ça rapidement. On a 25 minutes ensemble. Je suis très heureux d'être parmi vous. C'est la première fois pour moi DevSecOps, DevOps, pardon, lapsus. DevSecOps, ce sera l'an prochain. Je suis Philippe Lafoucrière, un ingénieur distingué. En français, c'est pas terrible, ça sonne beaucoup mieux en anglais. Chez GitLab, pour la partie Secure and Defend. Secure and Defend, ce sont en fait les fonctionnalités sécurité chez GitLab. J'étais, avant de rejoindre GitLab, le président et fondateur d'une société qui s'appelait Gymnasium, qui faisait du dependency scanning et qui a été racheté par GitLab en 2018, en janvier 2018. Donc ça fait presque 2 ans que j'ai rejoint cette société. Gymnasium, c'était une société qui faisait du dependency scanning, donc qui était déjà très orientée sécurité. Et c'est comme ça que GitLab a commencé toute son histoire autour de la sécurité, puisque je suis venu avec mes ingénieurs. Je vais en profiter pour parler de mon employeur, qui a la délicatesse et le bon sens de me payer aujourd'hui pour vous parler. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ne connaissent pas GitLab ou qui ne savent pas ce que fait GitLab? Et c'est beau ça, tout le monde, parfait. Bon, je fais une petite piqûre de rappel quand même très rapide. GitLab, c'est une application unique pour toutes les étapes du cycle de développement des logiciels. C'est un terme un peu barbare, on va voir un petit peu à quoi ça correspond, mais c'est une société unique à bien des titres, en particulier parce qu'on est 100% remote, on n'a pas du tout de locaux, même le siège social, en fait, c'est juste l'appartement du CEO avec son chat. On a 1000 employés aujourd'hui à travers le monde, répartis dans 64 pays, avec leurs animaux de compagnie et surtout un ensemble de valeurs par lesquelles on va vivre et on se reconnaît, moi en particulier, à tel point que là, ce n'est pas du tout un photomontage, c'est vraiment ma voiture, c'est pour vous dire à quel point j'aime cette entreprise. Ces valeurs, vous pouvez les retrouver dans notre manuel des employés qui est totalement libre et ouvert, il fait 3000 pages aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser, le modifier, en faire ce que vous voulez. Un peu comme le cœur d'ailleurs de GitLab qui est aussi totalement ouvert et libre. Donc aujourd'hui, on va parler d'autre chose que GitLab. On va parler de la boucle SDLC et en particulier comment DevSecOps, ça peut s'agencer par rapport à DevOps. On va faire un petit peu un état de l'art par rapport aux expériences que j'ai eues depuis 2 ans avec les prospects et les clients GitLab. On va voir comment passer de DevOps à DevSecOps. J'espère qu'après ce talk, l'an prochain, ce sera les DevSecOps Days de Montréal. Ensuite, on va récapituler un peu tout ça et essayer d'extraire 3 pratiques que vous devriez emporter avec vous. Donc l'état de l'art, en 2019, ce que j'ai constaté, ça reste très haut niveau, ça va rester au niveau de l'application, on ne va pas trop déborder, on a 25 minutes, je ne vais pas parler de réseau, de Zero Trust, tout ça. On va rester sur la partie applicative SDLC. Mais ce qu'on constate très souvent,
c'est que la sécurité, c'est souvent une recherche qui se fait directement en production. C'est un petit peu comme essayer de nettoyer les océans. On a quelque chose de très très vaste. On va essayer de focaliser son attention quelque part. Donc on a des chalutiers qui vont venir récupérer des vulnérabilités. Ça, c'est très beau. Dans la réalité, on sait tous que ces chalutiers qui parcourent les océans, ça n'enlève pas tout le plastique, malheureusement. C'est un peu le cas aussi en production. On va faire de notre mieux. On va enlever un grand nombre de vulnérabilités. Ce ne sera jamais suffisant. On va améliorer la situation, mais on ne va jamais atteindre le niveau 0. Je vous invite à aller voir, le lien est tout petit en bas, une étude de Verizon qui s'appelle Data Breach Investigations Report. C'est une étude qui tourne autour de la sécurité, et donc non seulement autour de Verizon, mais d'autres partenaires. Et cette étude, elle nous dit, en particulier, il leur a fallu plusieurs mois pour découvrir 68% des failles. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Ça veut dire que faire de la sécurité, c'est quelque chose de très dur. C'est long, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de compétences. Et malheureusement, c'est un combat un petit peu inégal puisque la défense est souvent beaucoup plus dure que l'attaque. Attaquer, c'est très facile, ça prend malheureusement que quelques minutes. Un gamin de 15 ans va être capable d'attaquer n'importe quel système. Il suffit de faire un petit peu de reconnaissance, il suffit de lire les feeds d'activité autour des advisories et de tester les alertes une par une pour voir si ça passe ou pas. La complexité là-dedans, c'est de ne pas se faire prendre, ce qui n'est pas forcément très complexe. Il suffit de trouver un hotspot, comme par exemple aujourd'hui, ne le faites pas. Donc voilà, de ne pas se faire prendre. Comment est-ce qu'on peut rétablir un équilibre entre cette attaque et cette défense ? Ça paraît évident, je dois le répéter à tous les prospects et clients que je rencontre, c'est corriger le problème à la source. Si on continue d'envoyer des vulnérabilités en production, c'est évident qu'on va continuer à en ramasser en production. Et donc, on va faire perdre le temps des équipes de sécurité à chercher des vulnérabilités qui sont la plupart du temps très très simples. Ce n'est pas toujours le fait, évidemment, des développeurs. Les vulnérabilités, ça peut apparaître spontanément. On peut avoir demain une alerte sur Struts avec un RCE qui est publié. Et puis là, d'un coup, tous vos projets qui utilisent Struts sont vulnérables. Ce n'est pas du fait des développeurs. C'est de la faute à personne, mais c'est pour ça qu'on a des équipes sécurité. Donc, quand on parle de corriger des problèmes à la source, il faut savoir que corriger un problème en production, ça coûte environ 30 fois plus cher à corriger que de le corriger plus tôt dans le cycle ADST. Donc, quand on corrige un problème dans la phase de développement, ça coûte 30 fois moins cher, ça peut aller jusqu'à 50 fois moins cher et 50 fois moins de temps. Je vous laisse imaginer aussi la frustration de toutes les équipes qui travaillent là-dessus. Donc, quand je vous parle de problème à la source, de quoi on parle ? Puisqu'on est dans une conférence DevOps, voilà nos suspects habituels. Donc, dans la partie dev, on a la plupart du temps le code source que vos équipes vont écrire. Malheureusement, on est tous humains, on va faire des erreurs, on va introduire des vulnérabilités dans ce code source. C'est aussi les dépendances. C'est tout le code source qu'on va déployer en production, mais qu'on n'a pas écrit. Et ce code source-là, il tourne en production. Et ça représente la plupart du temps plus de 50% du code qui est déployé. Donc il faut vérifier ces dépendances et les dépendances de ces dépendances. Pas uniquement celles qu'on utilise, mais quand on installe une dépendance, vous savez qu'elle va en installer probablement une dizaine d'autres derrière. Donc c'est ce qu'on appelle les dépendances transitives. Ça peut aussi venir de la configuration d'un framework que vous utilisez. Le framework en lui-même n'est pas vulnérable, mais la façon dont vous l'utilisez, ça va créer une brèche. Côté Ops, c'est généralement la configuration de l'environnement. C'est les ports qu'on va ouvrir, c'est la configuration réseau. J'ai un client avec lequel je travaille beaucoup qui s'appelle Goldman Sachs et qui me disait il y a un mois, on est toujours à une règle près d'avoir un bucket S3 public au lieu de privé. Ça ne joue pas à grand-chose, mais c'est ça. Et avoir un bucket S3 public, je vous laisse imaginer ce que ça peut entraîner. On parle des Capital One et toutes les dernières... on a une entreprise d'ailleurs juste au-dessus là, qui a eu quelques soucis dernièrement. Bon. On ne va pas en parler non plus. Donc, pour contrer ces problèmes-là, la clé, ça va être l'automatisation. Ça va être essayer de contrer ça le plus tôt possible et ne pas le faire à la main. Donc, pour le code source, par exemple, c'est de lancer de l'analyse statique de code, tout ce qu'on appelle SAST aujourd'hui. Pour les dépendances, c'est ce qu'on appelle du dependency scanning. Vous avez OWASP qui vous fournit un outil qui s'appelle Dependency Check, qui est écrit par Jeremy Lang, que je vous conseille. Il marche très très bien, il est 100% libre, 100% gratuit.
C'est un très bon moyen de démarrer. Pour la configuration des frameworks, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'analyse dynamique. C'est-à-dire qu'on n'analyse plus le code source, mais on va analyser l'application à partir de l'extérieur quand elle est vivante, quand elle est live and running. Sur la partie Ops, ça va être aussi de l'analyse statique de code, ça va être des revues de code et tout ce genre de choses. Et on a tout un ensemble aussi qui est totalement commun à Dev et à Ops. C'est quelque chose qu'on oublie assez facilement, mais les projets non maintenus, c'est une cible extrêmement facile pour les hackers. Les projets non maintenus, c'est ceux qui vont justement avoir les failles de sécurité struts dont on parlait tout à l'heure et qu'on ne va jamais combler. Je vous rappelle, en 2014, on a une petite boîte qui s'appelait Equifax au Canada. Et ça leur a pris 7 mois pour corriger la faille struts. C'était déjà trop tard, parce que quand ils l'ont corrigé, elle avait déjà été exploitée. 7 mois. Ils le savaient, ils n'ont juste pas trouvé le moment, le temps, ni les ressources pour faire ça. C'est aussi énorme que ça. Quand on parle de sécurité, on est dans l'extravagant à ce point-là. Enfin, ça c'est un peu plus subtil, les règles non imposées et trop de latitude, on est dans l'humain. À partir du moment où on laisse de la latitude à un humain, vous savez, les développeurs, on dit toujours, c'est comme un gaz. Plus on leur laisse d'espace, plus ils vont l'utiliser. C'est pareil en sécurité. Si vous laissez trop de latitude, vous laissez la possibilité à des développeurs de faire des choses qui ne sont pas forcément des bonnes choses en termes de sécurité. Donc, comme on sait que l'automatisation est la clé, DevOps, on est très dans l'automatisation, pourquoi on ne va pas appliquer cette automatisation jusqu'au bout? C'est ce qu'on va voir ensemble, comment on passe de DevOps à DevSecOps. Je n'ai pas la prétention de vous expliquer ce que c'est DevOps aujourd'hui, vous le savez tous, c'est très lié à Agile. Agile ne veut pas dire DevOps et DevOps ne veut pas dire Agile, mais bon, l'un fait tourner l'autre. Le principal, c'est qu'on peut, avec ces méthodologies et ces pratiques, accélérer les développements, les déploiements, les mises en production, faire une boucle propre et nette. Au lieu de déployer en production tous les 6 mois, avec ces méthodes-là, on va être capable de déployer tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, éventuellement toutes les heures. Ça, c'est quelque chose qu'on était incapable de faire avant. Le problème maintenant, c'est comment, dans cet environnement où on va de plus en plus vite, où on doit rester extrêmement compétitif, comment on va introduire la sécurité. Et ça, dès qu'on commence à parler de sécurité, les entreprises sont complètement perdues. Ce que je vois souvent, j'espère que vous n'êtes pas dans ce cas-là, c'est qu'on a notre magnifique boucle DevOps qui est parfaitement en place, qui est totalement rodée, vos équipes, elles ont l'habitude de fonctionner comme ça et ça se passe très bien. Mais dès qu'on introduit la sécurité dans ce process-là, on va rentrer dans une autre boucle. On a la sécurité qui va commencer à faire de la détection sur les environnements de production, sur d'autres environnements. Et en fonction des retours, on va avoir une autre boucle qui va se recréer avec les DevOps. Mais ce n'est pas la même boucle qu'au début. Croyez-le ou pas, j'ai des clients, la partie du milieu, là, cette étape-là, ce sont des fichiers Excel qui repartent vers les développeurs. Je vous jure que c'est vrai. Ça peut être des PDF dans le meilleur des cas, mais ce sont des fois des fichiers Excel. Comment est-ce qu'on passe d'un fichier Excel aux issues avec lesquels les développeurs travaillent? Comment est-ce qu'on va scheduler ça? Comment est-ce qu'on va planifier ces corrections-là? Les développeurs sont perdus, tout le monde est perdu. Donc il y a une énorme friction qui se crée entre les développeurs et entre les équipes sécurité. Et pendant tout ce temps-là, malheureusement, si on a une faille de sécurité, entre le moment où elle a été introduite dans le cycle de développement et le moment où elle a été fixée en production, pendant tout ce temps-là, la production elle est vulnérable. On a beau avoir une équipe sécurité au top et qui peut détecter les choses extrêmement rapidement, tant que ce n'est pas fixé et déployé en production, on a une production qui est vulnérable. Ça devient d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui, on est dans le nuagique avec des microservices, etc. Donc les surfaces d'attaque deviennent de plus en plus larges. On a, quand on parle de microservices, des tonnes de configurations différentes. Donc, comment on va tester ces environnements-là? Comment on va tester les changements? Est-ce que l'équipe sécurité va tester à un instant T et puis ensuite dans 6 mois? C'est ce qui se passe souvent. On a des tests de sécurité qui se font 2 fois par an. Il faut vraiment avoir du bol pour tomber sur les bonnes versions. Et puis, qu'est-ce qui nous dit que juste après le test de sécurité, on n'a pas à nouveau introduit une faille, un nouveau struts là, qui est totalement vulnérable? Le problème, en fait, il est vraiment plus profond que ça. On fait de la sécurité aujourd'hui comme on faisait de l'assurance qualité il y a 20 ans. Je vous en parle, j'ai été le premier à faire ça il y a 20 ans. Je poussais directement en production. On n'en avait rien à faire, on n'avait pas de test. Ça marchait bien comme ça. On commençait à utiliser CVS. C'était plus pour du backup vraiment que de la collaboration. Et on avait une équipe d'assurance qualité qui était là pour tester les staging, les environnements de QA, etc. Et qui allait rapporter tous les bugs qui étaient trouvés sur ces environnements-là.
Ces bugs-là, ils étaient renvoyés aux équipes de développement, et puis on refaisait une passe, on redéveloppait, on redéployait, et puis on retestait, puis on nous disait, c'est bon, là, le cahier des charges, il est implémenté, on est prêt, on peut passer en production. Et croyez-le ou pas, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec la sécurité. On fait exactement la même chose. On va figer un environnement, on va demander à l'équipe sécurité de faire toutes ces vérifications, et on va faire ce retour, on va recréer une boucle. Aujourd'hui, l'équipe QA, elle est toujours là. On a toujours besoin de QA, mais l'équipe QA, elle ne fait plus du tout la même chose que ce qu'elle fait il y a 20 ans. Elle n'est plus manuellement en train de vérifier les applications. Le rôle de l'équipe QA aujourd'hui, c'est d'automatiser un maximum de tests, de pouvoir couvrir un maximum de cas, même les cas un petit peu extrêmes, afin d'avoir un pipeline qui est totalement fiable. Et je vous garantis que demain, la sécurité, ça va changer. On va avoir exactement le même paradigme où l'équipe sécurité, elle va être en charge d'automatiser autant que possible. On aura des outils qui seront capables de trouver de plus en plus de failles avec un taux de faux positifs de plus en plus faible. Donc les équipes sécurité, elles vont avoir un autre rôle. Elles vont automatiser, elles vont faire du triage et surtout, elles vont faire de l'éducation. On a énormément besoin d'éducation aujourd'hui. Quand on parle de sécurité, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est ça. Est-ce que vous prendriez l'avion, sachant que la sécurité, c'est lent, et donc il y a des personnes qui pourraient monter dans l'avion sans avoir passé les contrôles de sécurité juste parce que c'est trop lent? Ça semble impensable, pourtant c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Je vais vous donner un autre exemple. Combien il y en a parmi vous qui ont des tests unitaires dans leur pipeline? Il y a la moitié de la salle qui dort ou qui ment. C'est pas possible, vous êtes tous... Si vous avez des pipelines, vous avez tous des tests unitaires. Je vais vous donner un fait assez marrant. Ces pipelines, si vous retirez les tests unitaires, 100% des pipelines sont plus rapides. Je vous jure que c'est vrai. Essayez, vous allez voir. Donc pourquoi est-ce que vous continuez à mettre vos tests unitaires dans les pipelines? Ça ne fait pas de sens. Si, ça fait du sens parce qu'on veut justement s'assurer que ce qu'on a fait aujourd'hui, ça fonctionnera toujours demain, que tous les changements sont bien dans les règles de l'art, sont bien dans les règles métiers qu'on veut implémenter, etc. Donc pourquoi, si on fait ça pour la partie qualité, pour la partie test unitaire, on ne fait pas la même chose pour la partie sécurité? Ça ne fait aucun sens. Si on veut le faire pour chaque commit, on devrait aussi avoir une partie sécurité dans chaque commit. On devrait intégrer la sécurité au process. Oui, on va ralentir, mais au final, on va ralentir plus tôt. Et corriger ce problème-là plus tôt, ça coûte beaucoup moins cher que de le corriger plus tard. Et ça, c'est quelque chose d'absolument évident que la plupart des gens ne voient pas. On a ce cas chez GitLab, on a voulu introduire, on fait du dog fooding. Moi, je préfère dire qu'on boit notre propre champagne, c'est un peu plus classe. À un moment, on a eu, de la part des développeurs, un peu de pushback, quand on a voulu dire on va mettre la partie sécurité dans toutes les merge requests. Et au final, ma question aux développeurs, c'était vous êtes vraiment en train de me dire qu'on ne va pas passer 10 minutes à évaluer les résultats qu'on a pour chaque merge request et qu'on va laisser faire ça à l'équipe sécurité qui, elle, est complètement sous-staffée par rapport à nous. On a un ingénieur sécurité pour 10 ou 20 ingénieurs de développement. Donc oui, on va passer 10 minutes un peu plus tôt et on va s'occuper de ces problèmes de sécurité plus tôt. Et là, on va arriver sur le cœur de cette présentation. Quand on dit fermer la boucle SDLC, c'est avoir pour moi une approche vraiment agile, où on va impliquer les devs, les ops, la sécurité, le légal, le marketing, les execs, tous ceux qui sont nécessaires dans la prise de décision, on va leur faire prendre la décision à ce moment-là. Dans la boucle SDLC, ce n'est pas quand ça a été mergé, ce n'est pas quand ça a été validé, qu'on va commencer à demander à des gens de dire « Est-ce que c'est bon ce qu'on vient de faire là? On a tout mis en master, là, c'est OK, on peut balancer ?» C'est trop tard. Il faut prendre cette décision avant, il faut impliquer tous les acteurs de la prise de décision à ce moment-là, c'est avant de merger, et c'est là où on va fermer cette boucle SDLC. Parce que quand on va presser le bouton Merge, on a pris toutes les bonnes décisions, on crée un point dans le temps, c'est ce qu'on appelle nous un checkpoint, c'est une porte, coupe-feu. Une fois qu'on a passé cette porte, on ne revient jamais en arrière. Et ça, c'est important, parce qu'une fois qu'on a passé cette porte, on passe à autre chose. On n'a plus l'ancienne boucle qui est en attente de peut-être changer, de peut-être... Non, on va être dans un mode vraiment agile, on va pouvoir repartir sur un cycle complet, et c'est le seul moyen d'avancer plus vite. Et si on pense même
un petit peu plus loin que ça. Je pense que dans l'avenir, on n'aura plus de staging ni de QA. Ça fait aucun sens pour moi d'avoir du staging ou de QA, puisque quand on fait du staging, ça veut dire qu'on commence à figer des versions. On est dans un monde nuagique, on est dans un monde DevOps où on veut aller plus vite et en même temps, on est en train de se dire on va figer une version. Il y a quelque chose qui est fondamentalement cassé là-dedans. Je vois vraiment plus l'intérêt aujourd'hui d'avoir des environnements QA. Je vois l'intérêt d'avoir des environnements, un environnement par changement. Vous avez cet environnement, vous pouvez le valider avec le légal, avec le marketing, voir si les couleurs sont bonnes, si la couleur de chemise est la bonne, etc. Mais ça, vous le faites dans le cadre de votre boucle. Il n'y a pas besoin d'avoir un staging pour ça, parce que le staging, il faut le réserver, il faut le déployer dessus. Qui a la priorité, ça devient n'importe quoi. On commence à synchroniser les équipes alors qu'il n'y a pas besoin de les synchroniser. Et à chaque fois qu'on va synchroniser, on va perdre du temps et on va créer de la friction entre les équipes. Ça fait beaucoup de choses, on va essayer de récapituler un petit peu tout ça. Ce qu'on a vu jusque-là, l'automatisation, c'est la clé. Tout ce qui peut être automatisé, tout ce que vous faites à la main aujourd'hui, que ce soit DevOps ou sécurité, ça doit être automatisé. Je suis un peu choqué qu'on parle encore aujourd'hui de DevOps et qu'on ne parle pas de DevSecOps. Ça me paraît évident que la sécurité, ça doit faire partie de ce process-là. Ayez confiance dans votre pipeline. Je vois encore aujourd'hui des personnes qui me disent « Non, je ne vais pas lancer le pipeline parce que je ne suis pas sûr et ça risque de déployer quelque chose en production. » C'est dramatique d'entendre ce genre de choses, mais on l'entend encore aujourd'hui. Le pipeline, c'est le seul et unique moyen d'intégrer des changements et de déployer des changements. On ne doit plus avoir d'humain là-dedans, ça doit être totalement automatisé. On va pouvoir lancer le pipeline à la suite, en continu si on veut, et ça doit toujours fonctionner. Ensuite, l'une des clés, ça va être l'itération. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir aujourd'hui qui me disent « Je ne sais pas par où démarrer, il y a tellement de choses, il y a du SaaS, il y a du DAST, il y a de l'IaaS, le marché de la sécurité, il est gigantesque et nous, on n'a même pas d'équipe sécurité. Donc, comment on va faire pour démarrer ?» On n'est pas obligé d'avoir une équipe sécurité pour faire du DevSecOps. Ça, c'est la révélation aussi aujourd'hui. On peut commencer à le faire. Mon conseil, c'est de commencer par du dependency scanning. C'est ce qu'il y a de plus simple. Vous aurez des résultats très rapidement, un taux de faute positif très bas. Et les équipes sont déjà très contentes avec ça. C'est ce qu'on appelle les low-hanging fruits en anglais. On va attraper tout ce qui est évident avec ça et éviter de pousser encore et encore en production. Il n'y a plus d'excuses aujourd'hui pour un développeur de dire « je ne savais pas, j'ai mis Struts dedans, je suis désolé ». Non, aujourd'hui, on a des outils qui permettent de détecter ça. Ce n'est pas normal qu'on puisse encore envoyer en production une version de Struts qui contient un RCE. Ensuite, je n'ai pas de meilleur terme en français. Si quelqu'un connaît un bon terme pour shift left, je suis désolé, je vais utiliser shift left. Shift left, ça veut dire qu'on va déplacer la sécurité beaucoup plus tôt dans le process. Au lieu d'attendre la fin totale du process et d'avoir tout fait pour se dire « tiens, on va peut-être regarder s'il n'y a pas un problème de sécurité », quand on fait ça, généralement, c'est qu'on est à 2 jours de la mise en prod, c'est trop tard. Si on trouve un problème, on se dit « bon, tant pis, on va balancer en prod et puis on corrigera après ». Donc on balance sciemment les vulnérabilités en production. La sécurité, c'est la responsabilité de tous dans l'entreprise. Que vous ayez une équipe sécurité ou pas, tant pis, c'est aussi votre responsabilité. C'est une responsabilité partagée. On a le même objectif tous ensemble et on va y arriver tous ensemble. Il n'est plus question, comme on faisait il y a 20 ans, de dire « je vais balancer mon code, de toute façon, l'équipe QA va attraper les bugs et c'est pas grave ». Ça, c'est inadmissible aujourd'hui. La même chose est inadmissible en sécurité. Vous n'avez plus le droit aujourd'hui de dire « je ne savais pas, je ne comprends pas ». On a tout ce qu'il faut. C'est aussi à l'équipe sécurité d'éduquer les développeurs pour qu'ils comprennent un peu mieux ce qui se passe et les impliquer quand c'est nécessaire. Il faut anticiper au maximum. Donc ça, c'est pouvoir mettre le process le plus tôt possible, même au niveau du design, souvent. On ne va pas faire du design pour se dire 6 mois après, l'architecture qu'on a définie, finalement, ça ne va pas, ça ne colle pas du tout en termes de sécurité. Donc il faut qu'on revoie tout. C'est non, dès le début, c'est à ce moment-là où il faut se poser les bonnes questions et à nouveau, chasser l'évident. Tout ce qui peut être attrapé de manière automatique, faites-le. C'est très simple de mettre en place un outil qui va détecter, par exemple, un problème de dépendance. Une fois qu'il est installé, ça le fait tout le temps. C'est un outil, il va tourner dans votre pipeline en permanence et on va attraper tous ces problèmes-là. Et enfin, c'est ce qu'on a vu, fermer la boucle SDLC, impliquer les gens, créer ses portes, avoir des checkpoints et toujours aller de l'avant. Ne pas revenir en arrière sur des décisions qui ont été déjà prises. C'est le meilleur moyen pour créer plusieurs boucles, avoir des boucles en attente, avoir des boucles qui vont même périr d'elles-mêmes parce que le changement, il ne fait même plus de sens. Ça devient très compliqué pour les équipes à suivre.
Une équipe efficace, c'est une équipe qui est focus. Donc, donnez les outils à vos équipes pour être focus et faites-les travailler sur une chose et une seule et unique chose. C'est très simple d'impliquer, si vous n'avez pas la possibilité d'impliquer le légal ou le marketing à ce moment-là, ou même les exécutifs, il y a un problème dans l'entreprise, il faut changer ça fondamentalement. Il faut aller voir les execs et leur dire on fait quelque chose. Je sais, c'est un problème dont on parle dans l'agilité depuis quelques années, mais dans la sécurité, vous aurez exactement le même problème. Donc là, il faut rentrer dans le dur et il faut corriger ça le plus vite possible. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Merci beaucoup, Philippe. Est-ce qu'on a des questions? Soit les micros ici, sinon je peux courir vite fait. Ah, Monsieur quelqu'un. là-bas. J'arrive. Allô? Bonjour, merci pour le talk. Ma question était sur, aujourd'hui dans les entreprises, il y a des gate approvals et la sécurité est une phase importante. Et puis ça se passe dans les staging, dans les QA, etc. Donc comment on fait en sorte de réduire l'impact de ces gate approvals à la fin, qui se passent après le cycle de livraison et qui ralentissent la mise en production et qu'on amène ça un peu plus shift left vers les sprints et les développeurs? Eh bien, justement, c'est une très bonne question et je pense que le problème, il est là, c'est qu'on a ces environnements de staging et de QA et qu'une fois qu'on est dans ces environnements-là, ça sous-entend qu'on a déjà fait tout le travail de développement auparavant. Donc, il est déjà trop tard pour moi pour commencer à se dire peut-être qu'on a mal fait quelque chose. Il faut prendre le problème beaucoup plus à la source et ne pas avoir, si possible, d'environnement staging, d'avoir un environnement pour le changement. Et des changements, on peut très bien, cette boucle-là dont je parle, ce n'est pas forcément un sprint. Ce n'est pas forcément de se dire je vais faire une boucle pour 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Une boucle, ça peut être pour 1 heure, pour une journée. Si on a un petit changement à faire, si j'ai besoin de changer la couleur de chemise sur un site, je ne vais pas impliquer le légal ou le CEO, ça me paraît évident. Je vais peut-être impliquer le marketing parce que des fois, ils aiment bien regarder les couleurs des chemises. Et c'est à ce moment-là que je vais les impliquer, je crée mon environnement et on merge et c'est terminé. On n'en parle plus de cette chemise. On n'est plus en train de se dire je vais pousser ce changement-là avec 50 autres changements en staging et puis ils vont essayer de tester tout ensemble. On ne sait pas quelles sont les interactions en plus entre ces différents changements. Donc, si jamais on a un problème dans une autre feature qu'on a introduit à ce moment-là, il faut en plus remonter toute la chaîne pour se dire dans les 50 changements, est-ce qu'on n'a pas créé une interaction qui ne va pas? Qui a créé ça? Comment on va revenir en arrière? C'est vraiment ça le problème. On fait tout a posteriori et on essaie de remonter le temps plutôt que de faire les choses dans le moment présent. Il faut vraiment être sur le moment présent et dire la couleur de chemise, elle est changée, ok, on passe à autre chose. Mais on ne revient plus dessus. Si on doit rechanger la couleur, c'est un autre changement, c'est une autre boucle, c'est un autre issue, voilà. Salut. Salut. Moi, on a essayé de mettre en place, on commence à essayer de mettre en place toute la sécurité dans le pipeline. Alors, je pense que on va pas être le seul à avoir ce genre de problème. On a 2 issues. Les outils permettant de faire de l'analyse statique sont pas compatibles avec les outils de pipeline. On en a un, par exemple, si on lance 2 PR en même temps sur le même code, grosso modo, ils reçoivent l'outil d'analyse statique merde parce qu'il voit 2 fois une analyse sur le même code. Il fait « Ah, je peux pas en gérer 2, c'est un peu le bordel. » Mais surtout, je voulais savoir si vous avez un conseil à nous donner sur l'analyse des dépendances et des problèmes de sécurité sur les dépendances. Je m'explique. Grosso modo, on a mis on pour savoir quels étaient nos problèmes de dépendance. Et 80% de nos problèmes de dépendance, sécurité, j'entends, c'est Node.js. Et à chaque fois que, même en faisant un Hello World à partir de Node.js, on a un paquet de dépendances monstrueuses dessus. Et on a déjà 10 librairies qui sont problématiques. Et on ne peut pas les mettre à jour, puisque grosso modo, à chaque fois dans Node.js, c'est des mises à jour majeures. Il n'y a pas les gens ne produisent pas des patchs de sécurité sur les librairies qu'ils fournissent. Donc okay. On se retrouve avec 80% des problèmes de librairie. 80% des problèmes de sécurité qu'on a sont sur Node.js. Et je ne sais pas comment on fait pour les gérer.
Alors, c'est une très bonne question. Malheureusement, de notre expérience chez GitLab, Node.js est un peu en train de devenir notre PHP. Je suis désolé pour les développeurs PHP. On a une base de données, nous, en interne, d'alerte de sécurité qu'on va mettre à jour quotidiennement. Cette base de données, on se rend compte que la plupart des alertes qu'on a en particulier sur Node.js, on en a peut-être 60-70% qui ont un identifiant. Ça veut dire qu'on a 30 à 40% des alertes qui se baladent dans la nature, qui sont uniquement dans des commits, par exemple, ou sur une mailing list, juste parce que les mainteneurs sont trop feignants pour créer une alerte de sécurité classique. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire à part du hot patching sur Node.js ou essayer de limiter au maximum la surface de Node.js qui est utilisée. C'est quelque chose qui revient assez fréquemment. Et Node.js a aussi cette particularité dans l'arbre des dépendances, par exemple, d'avoir pour chaque nœud, pour chaque dépendance de premier niveau, ça va créer un sous-arbre complet, ce qui fait qu'on peut avoir des fois des dépendances, des sous-dépendances qui apparaissent plusieurs fois dans l'arbre, mais avec des versions différentes. Donc en fait, même le corriger à un seul endroit, ça ne suffit pas. Il faut retrouver toutes les occurrences dans l'arbre où ça apparaît pour pouvoir le corriger. C'est malheureusement assez fastidieux, mais il faut passer par là. On ne peut pas se dire c'est trop long, c'est trop compliqué, je ne le fais pas, tant pis, on va laisser ça en production et on croise les doigts. Il suffit d'une vulnérabilité en production pour que ce soit exploité. On peut corriger 1 million de vulnérabilités aujourd'hui, et si on en laisse une, il y a quelqu'un qui peut l'exploiter, malheureusement. C'est ce que je disais, c'est un combat très inégal, la défense est très compliquée, le risque zéro n'existe jamais en sécurité. Il faut le réduire au minimum. Donc là, Node.js, il faut essayer de ne pas le mettre, de ne pas l'exposer sur Internet si c'est possible, et de corriger ces alertes une par une. Itération. Il faut commencer quelque part et puis se dire toutes les semaines, je fais ma part, je prends mon lot, j'en fais 10 et au moins j'avance. J'en aurai 10 de moins du coup la semaine prochaine. On a d'autres questions? Moi, ce que je voulais, ma question, c'était surtout sur ton retour d'expérience sur les outils que tu as fait, justement, pour les détecter, là, un petit peu comme tu as dit, là, les dépendances, machin, etc. Est-ce que celui dont tu nous as parlé, par exemple, sur OWASP, etc., est-ce qu'il est assez fiable pour que j'aille voir, moi, mon responsable de sécurité, tiens, mettons ça en place parce que ça vaut le coup. En gros, ton expérience là-dessus, entre payant, gratuit, support, pas support. Hein. C'est une très bonne question. Mon expérience, elle est un peu biaisée du fait qu'on utilise beaucoup d'open source aussi dans ce qu'on fait. Les résultats qu'on a aujourd'hui en open source sont très très proches des outils payants. Les outils payants vont avoir l'avantage souvent d'être plus rapides, d'avoir un taux de faux positifs plus bas. Je peux vous parler par expérience justement, on a quelques clients qui ont partagé ça avec nous. Ils ont des outils très très chers que je ne citerai pas aujourd'hui. Ça tourne pendant 5 jours d'affilée. 5 jours. Donc je vous laisse imaginer mettre ça dans un pipeline, c'est complètement impossible. Au bout de 5 jours, ils ont un rapport avec 10 000 pages. Qu'est-ce qu'on fait avec un rapport de 10 000 pages aujourd'hui? On prend la première page et c'est tout. Et en fait, ils nous ont dit, c'est marrant parce que la première page, en fait, on n'a peut-être pas 10 000 findings, on n'a pas 10 000 vulnérabilités trouvées avec des outils open source, mais la première page, globalement, c'est la même. Donc le plus critique, on retrouve la même chose. Donc pourquoi aller payer un outil qui, en plus, n'est pas plus performant en termes de temps? Autant avoir des outils qui tournent bien. Celui que je mentionnais au WASP Dependency Check fonctionne très bien. Les alertes sont quasiment les mêmes alertes que vous allez retrouver dans des outils payants. Les seules différences qu'on peut trouver après, c'est sur la façon dont ces outils vont être capables de détecter les dépendances. Pas les problèmes de sécurité, mais les dépendances en elles-mêmes. C'est-à-dire une librairie qui a été embedded, je n'ai pas le mot en français, je suis désolé, qui a été embarqué dans l'application. Il y a des outils qui ne vont pas la voir et des outils qui vont la voir. Et à partir de là, qui vont être capables de dire il y a un problème ou pas. Voilà, c'est là que se fait. Mais déjà, démarrer avec un outil open source, si vous n'arrivez pas à lancer le process avec un outil open source, ça ne sert à rien de commencer à payer pour avoir quelque chose de mieux. Il faut y aller petit par petit. Moi, quand je vous parle d'expérience avec des clients, j'ai des clients qui ont 20, 30 000, 50 000 projets. Je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter. Donc, c'est sûr qu'on ne fait pas d'un seul coup, on va se dire, tiens, on va faire du dependency scanning sur 30 000 projets, puis on va voir ce que ça va donner. Il faut commencer quelque part, il faut prendre les projets les plus critiques, ce qu'on appelle les user-facing, et à partir de là, on itère. On va commencer
élargir un petit peu les scans, à les améliorer, à faire du tuning aussi pour que ce soit plus performant. Il y a forcément des répertoires dans l'application qui ne servent à rien, qu'on n'a pas besoin de scanner, par exemple. Mais voilà, il faut commencer quelque part. OK. Un grand remerciement pour Philippe. Merci.